Je peux meubler en attendant, au général. C'est à vous. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Bien, on recommence donc au paragraphe 30 de la traduction Coeuré. Sachant maintenant quel est le mode de connaissance qui nous est nécessaire, il nous faut traiter de la voie et de la méthode au moyen de laquelle nous arriverons à connaître d'une telle connaissance les choses qu'il nous faut connaître. Alors, dans ces paragraphes 30 et suivants, Spinoza va commencer à déterminer de façon positive la méthode dont il a parlé jusqu'ici simplement en termes de promesses. Un peu tard. Il faut être à l'heure. L'année de l'agrégation. Bien. Premier temps du raisonnement. Alors, Spinoza semble se poser la question de la régression à l'infini. En fait, grâce à cette question, il va en traiter une autre beaucoup plus importante. Enfin, il va commencer à en traiter une autre beaucoup plus importante, qui est la question de la nature de la connaissance. Donc, il dit pour cela, de sa deuxième phrase du paragraphe 30, pour cela, il faut remarquer tout d'abord qu'il ne s'agira pas ici d'une recherche allant à l'infini. C'est-à-dire que, pour trouver la meilleure méthode de recherche de la vérité, on n'aura pas besoin d'une autre méthode pour rechercher cette méthode, et pour rechercher cette seconde, on n'aura pas besoin d'une troisième, et ainsi à l'infini. La question a l'air classique. La réponse de Spinoza est en partie classique, mais ce qui est intéressant, c'est de voir quel type de torsion il fait subir à cette réponse classique. Il répond en effet à partir d'une comparaison entre ce qui se passe dans l'entendement, donc la question de la méthode, et les instruments mécaniques. Comment on forge le fer. Alors, cette comparaison entre entendement et fabrication mécanique, on la trouve déjà, c'est un topos chez les humanistes italiens, on la retrouve chez Bacon. Donc, ce n'est pas ça qui est l'apport le plus proprement spinozien. L'apport spinozien, c'est son insistance, on va le voir, sur l'idée de l'entendement comme production. Alors, je commence par prendre au pied de la lettre, littéralement, la comparaison elle-même. Donc, un objecteur pourrait dire, pour connaître la méthode, on a besoin d'une méthode de la méthode. Pour connaître la deuxième méthode, qui sera en fait la première, puisqu'elle serait prioritaire par rapport à la méthode toute simple, on a besoin d'une méthode de la méthode de la méthode, et ainsi de suite. Donc, on ne connaîtra jamais. La réponse consiste à dire, c'est exactement la même chose, le même raisonnement que si on entreprenait de prouver que nous ne possédons aucun objet matériel en fer, parce que pour forger le fer, il faut un marteau. Pour fabriquer un marteau, il fallait déjà un marteau, et ainsi de suite. Donc, sous prétexte que pour pouvoir forger des instruments en fer, il faut déjà des instruments en fer, on pourrait démontrer qu'il n'a jamais été possible de posséder des instruments en fer. Je lis la deuxième partie de la comparaison. Il en est ainsi, comme lorsqu'il s'agit d'instruments matériels, à propos desquels on pourrait argumenter de la même manière, car pour forger le fer, on a besoin d'un marteau, et pour avoir un marteau, il est nécessaire de le fabriquer. Pour cela, on a besoin d'un autre marteau et d'autres instruments, et pour avoir ceci, on a besoin de nouveaux instruments, et ainsi à l'infini. Et maintenant, la réponse à cette double impossibilité. Or, c'est bien en vain qu'on s'efforcerait de prouver de cette façon que les hommes n'ont aucun pouvoir de forger le fer. Alors, en quoi consiste le ressort de la réponse? Ça consiste tout simplement à s'appuyer
non pas sur un raisonnement sensé, mais sur l'expérience. Nous savons bien que, de fait, les hommes ont le pouvoir de forger le fer, puisque nous avons des objets en fer devant nous. Puisque nous avons des objets en fer, cela prouve que le raisonnement, en termes de régression à l'infini, qui prétendrait qu'il est impossible de forger, est un raisonnement qui est quelque chose de faux quelque part. Donc, par analogie, le raisonnement qui expliquerait qu'il faut une méthode de la méthode a aussi quelque chose de faux quelque part. Mais ce qui me paraît le plus intéressant ici, c'est précisément le point de départ de la réfutation, à savoir, on sait bien que nous avons des instruments en fer. Si on fait passer cette constatation de l'autre côté, c'est-à-dire non plus du côté des instruments corporels, mais du côté des instruments intellectuels, ça veut dire qu'on sait bien que nous avons des connaissances. Autrement dit, la réfutation de Spinoza fonctionne, et fonctionne seulement si on admet déjà que nous possédons des connaissances positives. Ce qui implique que la réflexion sur la méthode suppose déjà l'existence de procédures positives de connaissances constatées pour que seulement la réflexion sur la méthode soit possible. Cela renvoie à un terme qui n'apparaît nulle part dans ce passage, qui apparaîtra seulement à la fin, dans le paragraphe 48. Donc, lorsque Spinoza en viendra à réfuter le scepticisme, en réfutant toute une série d'arguments qui sont à peu près tous du même ordre, Spinoza dira, mais avec les sceptiques, non est loquendum de scientis. Il ne faut pas parler de science. On peut parler avec eux de la vie quotidienne, mais la science, elle existe et ils ne savent pas ce que c'est. Or, ce qui sera dit en paragraphe 48 est la clé du fonctionnement du paragraphe 30. En fait, ce qui existe et qu'on ne peut pas nier, avant tout discours sur la connaissance ou toute interrogation sur la méthode, c'est qu'il y a une réalité empirique, matérielle des sciences, que nous avons sous les yeux. Donc le raisonnement de Spinoza ici n'est pas du tout une interrogation abstraite sur la connaissance, elle présuppose l'existence d'un appareil scientifique qui a déjà produit sa propre autonomie, sa propre consistance, et sans lequel tout le raisonnement tombera à plat. Donc première constatation, sous la comparaison classique entre ce qui se passe du côté de l'entendement et ce qui se passe du côté de l'art matériel, il y a un ressort dont on ne saura la clé qu'à la fin, qui est la reconnaissance de l'existence préalable d'une pratique scientifique qui produit de fait des résultats. Nous savons qu'il y a des résultats des mathématiques, comme nous savons qu'il y a du fer forgé. Il y a donc ce qu'on pourrait appeler, en un terme qui n'est pas spinoziste, un fait de la raison, un fait de la science, une expérience de ce fait de la science, qui est aussi perceptible à nos yeux que l'existence d'objets matériels manufacturés. Autre chose à remarquer, alors là la traduction Collier n'est pas très bonne, il traduit par instrument matériel. Le terme latin c'est instrumenta corporea. Il faudrait mieux traduire vraiment littéralement les instruments corporels. Pourquoi ? Parce que le lexique de ce paragraphe 30 et du suivant, des deux suivants, est extrêmement rigoureux. Dans les deux cas, des deux côtés, du côté matériel et du côté intellectuel, Spinoza utilise les mêmes termes. Et le terme premier, c'est le terme d'instrumentum. Pluriel, les instrumenta, les instruments. Donc il y a des instrumenta corporea, il le dit au milieu du paragraphe 30, et il y a des instrumenta intellectualia, il le dit au milieu du paragraphe 31. Il y a donc bien plus qu'une comparaison, il y a une communauté lexicale, conceptuelle, entre ce qui se passe du côté de l'entendement et ce qui se passe du côté mécanique. Il y a des instruments, l'homme travaille avec des instruments qui sont soit corporels, soit intellectuels.
À cette première distinction, disons horizontale, corporelle, intellectuelle, s'en ajoute une deuxième, verticale, hein, c'est un tableau à deux lignes et deux colonnes. Il y a les instruments innés, les instrumenta innata. Des deux côtés, nous avons des instruments corporels innés, apparemment nos mains, notre façon de les utiliser. C'est pas seulement le corps, c'est aussi les gestes, l'usage qu'on fait du corps. Donc les premiers marteaux, ils ont été construits avec les mains. Et du côté intellectuel, nous avons également des instrumenta innata. La question, c'est de savoir lesquels. Et à ces instrumenta innata, ces instruments innés, viennent s'ajouter dans le travail progressif de la civilisation de nouveaux instruments, les alia instrumenta, les autres instruments qui ont comme caractéristique d'être à la fois des produits du travail et des conditions du travail ultérieur. Alors, j'ai le paragraphe 31 qui explique comment se produit cette transformation. De même que les hommes, au début, à l'aide d'instruments innés, là aussi, problème qu'on dirait traduit par naturel, mais en fait, il faut traduire par inné pour garder le parallélisme entre les deux registres. Hein. Donc, de même que les hommes, au début, à l'aide d'instruments innés, et bien qu'avec peine, c'est laboriosé, et imparfaitement, imperfecté, ont pu faire certaines choses très faciles, et après avoir fait celles-ci, en ont fait d'autres plus difficiles, avec moins de peine et plus de perfection, et ainsi s'élevant par degrés des travaux les plus simples aux instruments et des instruments revenant à d'autres œuvres et instruments, en arriver à pouvoir accomplir beaucoup de choses et de très difficiles avec peu de labeur. De même, je m'arrête d'abord à ce qui se passe du côté des instruments matériels. Vous remarquez que le texte est très rhétorique. Il est construit avec des jeux lexicaux extrêmement forts. Alors que pour l'instant, on est seulement du côté matériel. On distingue donc. Qu'est-ce qu'on fait avec les instruments innés? On peut faire, facere, mais faire de façon imparfaite, imperfecte. Donc, la fabrication, le faire, n'est pas une fabrication complète, n'est pas un faire achevé. Alors qu'ensuite, plus tard, on pourra accomplir jusqu'au bout ce qu'on a voulu faire. Le verbe latin, c'est perficere. Perficere, c'est le contraire de... c'est faire des choses qui sont perfecta, parfaites. C'est le contraire de l'imparfait. Donc on est bien passé d'un premier temps où, avec les instruments innés, on peut fabriquer, disons, embryonnairement de premiers produits, alors que dans un dernier temps, avec non plus seulement les instruments innés, mais les alia instrumenta, on pourra faire des produits parfaits. Alors, d'autres caractéristiques, les premiers produits que l'on fait donc avec les instruments innés, c'est-à-dire avec le corps et l'usage, le premier usage du corps, ce sont des choses qui sont facilima et simplicissima, donc des choses très faciles et très simples, mais on les fait donc imparfaitement et avec beaucoup de peine. Autrement dit, il faut, c'est le contraire du dieu leibnizien, mettre en place beaucoup d'efforts pour aboutir à peu de choses, mais ce peu de choses a déjà une existence, a déjà une consistance. Donc, bien loin qu'on parte de rien, les hommes, sur le plan matériel, partent d'instruments innés avec lesquels ils peuvent déjà avoir une première pratique de fabrication. Simplement, cette pratique exige beaucoup d'investissement, premièrement. Deuxièmement, pour des choses faciles et simples. Et troisièmement, avec des résultats imparfaits. Mais ces résultats imparfaits vont eux-mêmes se transformer en instruments ou servir à composer d'autres instruments. Autrement dit, les premiers instruments qu'on a fabriqués et qui sont très grossiers vont permettre d'en fabriquer d'autres qui seront beaucoup moins grossiers et beaucoup plus efficaces. C'est pourquoi on arrivera ensuite à fabriquer des choses minori élaborées,
avec moins de travail. Donc, minore élaboré s'oppose à laboriosé. Des choses qui seront très difficiles, les différences des plus simples du début, et elles seront fabriquées perfectius, beaucoup plus parfaitement. Donc, au fur et à mesure du travail, on voit s'inverser les caractéristiques de la production, mais en même temps, cette inversion n'est possible qu'à cause de la première mise en marche du travail lui-même. Autrement dit, le processus de la civilisation tel que Spinoza l'esquisse ici, à l'aide de ce jeu lexical finalement très insistant, hein, qui porte au moins sur 4 termes opposés 2 à 2, ça consiste à dire qu'on ne part pas de rien, avec la force native, la potestas dont l'homme dispose avec son corps. On peut fabriquer un premier stade d'objets. Avec ces objets, on en fabrique d'autres, et ainsi, de proche en proche, j'emprunte le terme gradatim à la fin du paragraphe, et ainsi, de proche en proche, on arrive à des instruments de plus en plus perfectionnés. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est d'une part que la production humaine est conçue d'abord en termes d'instruments. D'autre part, que ces instruments sont eux-mêmes des produits. Il y a donc un va-et-vient entre produits et instruments. Il n'y a donc pas d'opposition définitive entre ce que l'homme peut faire au début et ce qu'il arrive à faire à la fin. Ce qui relie l'un à l'autre, c'est en fait la capacité du produit de se transformer lui-même en instrument. Remarquez que, sans le dire, Spinoza s'oppose ici à tous les mythes traditionnels de l'invention de la technique, tous ceux où Épiméthée ou Prométhée apportent aux hommes tel ou tel outil, ou le feu, ou l'invention de l'agriculture, etc. Remarquez aussi qu'il s'oppose même là à ce qu'on trouve par exemple chez Lucrèce, où les hommes inventent peu à peu les premières bribes de la civilisation en imitant des phénomènes naturels. Ici, il n'y a absolument aucun apport extérieur, ni évidemment d'un dieu ou d'un héros, ni de la nature. C'est uniquement le jeu de la force native du corps qui met en branle tout le processus de production matérielle. Bon, cela dit, ce n'est pas le but principal de Spinoza ici, de fabriquer une théorie de la civilisation, c'est juste un point de comparaison. Mais c'est intéressant de voir comment il travaille ce point de comparaison, parce que ça nous permet de voir sur autre chose que la théorie de la connaissance, comment il se représente une production. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que précisément, il va se représenter la connaissance aussi en termes de production. Donc je passe maintenant à la deuxième partie de la phrase. Sic etiam, de même, l'entendement, par sa force native, oui, sua nativa, donc le nativa renvoie au innata des instruments, l'entendement par sa forme native se forme des instruments intellectuels à l'aide desquels il acquiert d'autres forces pour d'autres œuvres intellectuelles, et grâce à ces œuvres, il se forme d'autres instruments, c'est-à-dire le pouvoir de pousser l'investigation plus avant. Ainsi, il avance de degré en degré jusqu'à ce qu'il ait atteint le comble de la sagesse. Donc, on assiste ici à une histoire de l'entendement qui implique, premièrement, que, comme sur le plan matériel, l'homme ne part pas de rien, il a une vis nativa, donc de même que sur le plan matériel, il a son corps et ses gestes, son corps a une certaine manière d'utiliser son corps. Apparemment, dans le processus de la connaissance, il a déjà un stock de départ, dont on ne nous dit pas en quoi il consiste. Il faudra le voir ensuite. Le tout problème de la comparaison, c'est qu'évidemment, du côté matériel, on voit immédiatement de quoi il s'agit, alors que du côté intellectuel, il va falloir trouver quels sont les noms qu'il faudra mettre en chaque case. Donc, premièrement, l'homme part avec un stock initial. Ce stock initial lui permet de produire des œuvres dont on peut penser qu'elles sont au départ, exactement comme dans le cas matériel, grossières, faites avec beaucoup d'efforts et ne portant que sur des objets faciles.
Alors, que ça veut dire facile? Ici, dans le cas intellectuel, ça va être ce qui est d'abord disponible, ce sur quoi on peut réfléchir en premier. Et bien loin que cette première production soit analysée ici en termes d'illusion, de doxa, de fausses connaissances, tout ce que vous voudrez, au contraire, elle est considérée comme le moyen d'améliorer elle-même le processus de connaissance de l'intérieur. Donc les premiers produits produisent des instruments pour en produire d'autres, et ainsi de suite, jusqu'au fait de la sagesse. Alors, il faut insister sur ce caractère progressif de la connaissance, surtout quand on vient de voir que Spinoza, dans la partie précédente du prologue, distinguait de façon nette entre 4 genres de connaissances. S'il y avait 4 genres de connaissances, au niveau descriptif, ils avaient l'air séparés les uns des autres par des ruptures, par des fossés. On ne voyait pas comment on passait de l'un à l'autre. On disait que certains étaient trompeurs, que d'autres ne l'étaient pas. Ici, au contraire, on ne parle des différentes formes de la connaissance qu'en termes de degrés. Je reviens sur le gradatim. Et chacune semble produire la suivante. Alors, question, est-ce que Spinoza se contredit? Non, parce qu'il ne parle pas de la même chose. Il ne s'agit pas ici des différents modes de perception. Il s'agit ici, à l'intérieur de la connaissance vraie, des différents types d'instruments et de résultats. Il ne s'agit pas ici de décrire de l'extérieur ce qu'on a constaté comme variante de nos formes de perception. Il s'agit d'analyser de l'intérieur le processus de la connaissance. Alors, il faut bien voir que pour Spinoza, ce processus de la connaissance se fonde sur le fait que nous constatons qu'il y a actuellement des connaissances réellement existantes. Il ne met pas du tout en cause. Et le nom officiel de ces connaissances, on l'aura donc à la fin du passage, ça sera le terme de science. Il y a des sciences, il faut se demander simplement comment elles existent. Et qui voudrait les nier en disant qu'il faut remonter indéfiniment à une science antérieure, montrerait simplement qu'il ne comprend pas le processus progressif par lequel se forme la connaissance. On a donc bien là une théorie de la connaissance en termes d'instruments, en termes de production, d'une part, et d'autre part, c'est encore plus important, la thèse suivant laquelle les produits de la connaissance se font eux-mêmes instruments de la connaissance future. Sauf que, pour l'instant, encore une fois, les places qui ont été ainsi désignées restent anonymes. On ne sait pas encore ce qu'est la force innée de l'entendement, on ne sait pas encore ce qu'est l'instrument de connaissance. Donc, c'est ce qui est dans ce paragraphe 32 qui conclut ce premier temps de la discussion. Or, qu'il en soit ainsi de l'entendement, c'est ce qu'il est facile de voir, pourvu que l'on comprenne et ce qu'est la méthode de la recherche de la vérité et ce que sont ces instruments innés dont seul l'entendement a besoin pour en fabriquer d'autres afin d'aller plus avant. Pour le montrer, je procède comme suit. Donc maintenant, deuxième temps du raisonnement, on va montrer quelle est la méthode et quels sont les instruments innés. Donc les instruments innés avec lesquels on progresse jusqu'à aboutir aux sciences telles qu'elles existent actuellement. Donc c'est ce qui va être analysé dans les paragraphes 33 et suivants. Alors, la question implicite à laquelle va répondre ce paragraphe pour définir la méthode, c'est au fond la question de la certitude. Le terme n'arrivera que très tard dans le raisonnement, mais il faut considérer qu'il est implicitement là dès le début. Pas très étonnant quand on se situe en climat cartésien. Sauf que la réponse ne sera pas cartésienne du tout. Donc, le mot qu'il faudra écrire au début du paragraphe 33, c'est certitudo. Qu'est-ce que c'est que certitude? Remarquez au passage que ce terme certitude, on l'avait déjà trouvé dans les tout premiers paragraphes du traité. Mais dans les premiers paragraphes du traité, certitudo renvoyait à la certitude de la vie. C'est une certitude qui était beaucoup plus conçue en termes de bien qu'en termes de vrai. C'était les biens dont je suis certain,
les biens que je peux acquérir, les biens qui ne me glisseront pas entre les doigts, et les biens qui, de toute façon, me donneront une certitude de mon être. Donc c'était une certitude qui était conçue en termes de biens et de consistance réelle. Ici, mais ce n'est pas contradictoire, puisqu'on est passé de la question du bien à la question du vrai, la certitude ressemble beaucoup plus au terme courant de certitude, c'est-à-dire la certitude épistémologique. Donc la question implicite de ce paragraphe 33, c'est est-ce que la méthode, c'est une méthode qui recherche la certitude, sous-entendu, l'idée vraie ne se suffisant pas elle-même, parce qu'il faut quelque chose de plus que le vrai, que la position du vrai, pour être certain que le vrai est vrai. Alors, la réponse de Spinoza va être négative. Non, on n'a pas besoin de ça. Quand procède-t-il? Alors, il va procéder en utilisant un lexique commun de la scolastique, et surtout de la scolastique moderne, qui n'est pas un lexique très difficile, mais dont il fait un usage très personnel. Ce lexique commun, c'est la distinction du formel de l'objectif. Bon, quand une chose X, que ce soit un cercle ou un individu singulier, Pierre, un peu plus bas, est connue, il y a au fond deux dimensions de cet être. Il y a d'une part ce qu'on appelle l'être formel de la chose, c'est-à-dire ce qu'il est essentiellement, si on le dépouille de ses accidents ou de ses diverses propriétés. Donc l'être formel du cercle ou l'être formel de Pierre, son essence, si on veut. Et d'autre part, lorsque je connais ce cercle, ou lorsque je connais Pierre, je me forme une idée de ce qu'il est, et en conséquence, à son être formel se superpose son être en tant qu'il est visé par moi, c'est-à-dire qu'il devient objet de connaissance. C'est ce qu'on appelle l'être objectif. Donc l'être objectif du cercle, c'est l'idée que j'ai du cercle. L'être objectif de Pierre, ou l'essence objective de Pierre, c'est l'idée que j'ai de Pierre. Alors, l'usage que Spinoza veut faire de cette distinction, bon, qui ne réapparaîtrait pas dans ses ouvrages suivants, c'est un usage, si j'ose dire, à rebrousse-poil. Parce qu'il ne va pas du tout s'en servir pour analyser ce qu'est la connaissance, il va s'en servir pour analyser ce qu'est l'idée qu'il connaît. Je lis. L'idée vraie, car nous avons une idée vraie. Je laisse de côté toutes les discussions de traducteurs pour savoir comment on doit traduire habemus enim idem veram. Comme il n'y a pas d'article en latin, on ne sait pas s'il faut traduire nous avons une idée vraie, nous avons l'idée vraie. C'est évident que les traducteurs qui disent nous avons l'idée vraie pensent à une idée particulière, que ce soit celle de Dieu ou celle de l'étendue, par exemple. Ceux qui traduisent par « nous avons une idée vraie » pensent que le raisonnement peut se faire à partir d'une idée quelconque. Bon, j'aurais tendance à dire que peu importe. À la limite, pour le raisonnement qui est là dans ce paragraphe 33, ce qui est important, c'est que nous ayons de l'idée vraie, et peu importe laquelle. Donc, l'idée vraie, car nous avons une idée vraie, est quelque chose de différent de son idéa. Donc, idée et idéa sont les deux termes qui renvoient à la chose même, l'idéa, et à ce dont elle est l'idée. Bon, à ce qu'il a pour idée. L'idée vraie est quelque chose de différent de son idéa. En effet, autre est le cercle et autre l'idée du cercle. Ici aussi, Spinoza s'avance sur un topos connu de la scolastique. Bien entendu, l'idée du cercle n'est pas circulaire, l'idée du chien n'aboie pas, l'idée du rat ne mange pas des souris, et ainsi de suite. La question de savoir qu'est-ce que Spinoza fait de ce topos. Et ce qu'il en fait, c'est justement d'affirmer que l'idée elle-même a une consistance qui vaut bien la consistance de la chose. Donc, je lis le texte. Car l'idée du cercle n'est pas quelque chose ayant une périphérie et un centre comme le cercle. Et l'idée du corps n'est pas le corps lui-même. On verra plus bas, l'idée de Pierre n'est pas Pierre lui-même. Donc l'idée d'un homme n'est pas un homme, ainsi de suite.
Et comme elle est quelque chose de différent de son idéat, elle sera aussi en elle-même quelque chose d'intelligible. Bon, c'est ici qu'on voit la pensée de Spinoza incurver le topos traditionnel. Dire que l'idée n'a pas les mêmes caractères que son objet, donc que l'idée du cercle n'est pas circulaire, ça comme contrepartie qu'elle en a d'autres. Donc de même que le cercle ou que Pierre ont une essence propre, un être formel, l'idée du cercle ou de Pierre sera d'une part une essence objective du cercle ou de Pierre, mais sera d'autre part en tant que telle, en elle-même, un être formel. Elle aura des caractéristiques. Et en conséquence, ayant des caractéristiques, elle aura une essence dont ces caractéristiques seront des propriétés, et elle pourra donc être à son tour étudiée dans son être formel. Elle pourra donc être l'objet d'une autre idée. Donc, je reprends là où je m'étais arrêté de lire. Elle sera aussi en elle-même quelque chose d'intelligible, c'est-à-dire l'idée prise dans son essence formelle peut être l'objet d'une autre essence objective, et à son tour, cette autre essence objective, envisagée en elle-même, sera également quelque chose de réel, et donc d'intelligible, et ainsi infiniment. Comme Spinoza ne donne pas d'exemple de la remontée ici, j'en donne un. En termes contemporains, qu'est-ce qui étudie le cercle? Qu'est-ce qui étudie les propriétés du cercle, ses propriétés, etc., etc. Ce sont les mathématiques. Mais à côté des mathématiques, en tant que connaissance du cercle, les propriétés du cercle, nous pouvons imaginer que les mathématiques elles-mêmes, qui ont des caractères, peuvent être étudiées pour ces caractères. Il faut nous demander si les mathématiques sont cohérentes, si elles se divisent objectivement en plusieurs disciplines comme la géométrie et l'arithmétique ou pas, si on peut passer de ces disciplines à l'autre, etc. Et tout ça, c'est l'objet d'une autre science qui est l'épistémologie. Il y a donc bien un objet formel, le cercle et ses propriétés, qui sont objets d'études pour les mathématiques. Les mathématiques elles-mêmes sont un objet formel qui sont objets d'études pour l'épistémologie. Et si j'écris une histoire de l'épistémologie, à ce moment-là, je ne m'intéresse plus à l'épistémologie comme discours sur les thématiques, mais comme objet ayant une consistance propre. L'épistémologie est née à telle époque, elle s'est développée de telle façon, elle est passée par telle et telle étapes, et ainsi de suite. Donc, le cercle, c'est l'objet. Les mathématiques, c'est l'idée de cet objet. L'épistémologie, c'est l'idée de l'objet. Et l'histoire de l'épistémologie sera l'idée de l'idée, ainsi de suite. Donc, on voit bien ce que veut dire Spinoza quand il dit qu'on peut régresser à l'infini. On pourra ensuite écrire une histoire d'épistémologie. Donc, chacun des discours qu'on tient successivement, certes, est un discours sur une autre chose, mais est lui en tant que tel une chose. Donc, étant une chose, il peut à son tour être l'objet d'un discours et d'une connaissance. Le paragraphe 34 répète cette analyse en prenant comme pour exemple cette fois un individu singulier. Par exemple, Pierre est quelque chose de réel, or l'idée vraie de Pierre est l'essence subjective de Pierre, et en elle-même, quelque chose de réel est entièrement différent de Pierre même, et ainsi de suite. Bon. Je saute la suite de la phrase. D'où il est clair que pour comprendre l'essence de Pierre, il n'est pas nécessaire de comprendre l'idée de Pierre elle-même, et encore bien moins l'idée de Pierre. Donc, de même, pour qu'un mathématicien comprenne ce que c'est qu'un cercle, il n'a pas besoin d'avoir étudié l'épistémologie, il n'a pas besoin d'avoir étudié l'histoire de l'épistémologie, et encore moins l'histoire de l'épistémologie. Donc, il y a bien une sorte de priorité du premier objet sur son idée, sur l'idée de son idée, ainsi de suite. Donc, de même, pour savoir quelque chose, je n'ai pas besoin de savoir que je sais, et bien moi encore, ai-je besoin de savoir que je sais, pas plus que pour comprendre l'essence du triangle, il n'est besoin de comprendre celle du cercle. Autrement dit, la différence de statut entre l'objet premier et son idée est aussi forte qu'entre deux objets mathématiques aussi différents que le triangle et le cercle. Mais en ce qui concerne ces idées,
ces idées, ça désigne justement l'idée de l'idée, l'idée de l'idée de l'idée, ainsi de suite, c'est-à-dire les idées régressives. C'est le contraire qui a lieu, car pour savoir que je sais, il faut nécessairement d'abord que je sache. Autrement dit, pour pouvoir faire une épistémologie des mathématiques, il faut d'abord que la mathématique existe. C'est une thèse qu'un certain nombre de philosophes semblent ignorer, soit dit en passant. Vous savez, De Santi dit quelque part que quand les philosophes veulent parler d'une science, ils commencent par mettre la science de côté et se fabriquer un petit objet intérieur à la philosophie qui sert de substitut à la science dont ils devraient parler, mais dont en fait ils ne parlent pas. Donc, De Santi lui-même justifiait son travail sur les idéalités mathématiques en disant que pour étudier réellement ce que sont les mathématiques, il fallait étudier ce fait scientifique qu'est le développement des mathématiques au XIXe siècle et ne pas se contenter de répéter indéfiniment le même exemple, 7 plus 5 égale 12. Et il ajoutait qu'un certain nombre de philosophes pensaient pouvoir faire l'économie de l'étude du développement réel des mathématiques et se contenter de raisonner sur ce petit objet substitutif qui est l'idée qu'ils se font des mathématiques. Bon, en gros, c'est à peu près cela que dit Spinoza ici. Il n'y a pas d'idée de l'idée ou d'idée de l'idée de l'idée s'il n'y a pas d'abord l'idée de l'objet. Donc, première conséquence de la construction à laquelle Spinoza vient de se livrer, la connaissance n'a pas besoin pour exister de ce qu'on va appeler une critique de la connaissance ou d'une théorie de la connaissance. Deuxième conséquence, c'est le contraire. La théorie de la connaissance, ou l'idée de l'idée, a besoin pour exister que la connaissance existe déjà et que l'objet existe déjà. Pour savoir que je sais, il faut nécessairement d'abord que je sache. Alors on peut maintenant rencontrer enfin, nommer enfin le terme certitude, puisque c'est sur lui, en fait, à son sujet que se peut dérouler tout ce raisonnement, d'où il appert que la certitude n'est rien d'autre que l'essence objective elle-même. Autrement dit, être certain, c'est simplement savoir. Il est impossible de fabriquer une notion de certitude qui serait distincte du savoir même, parce que cela impliquerait d'inverser le processus de la connaissance et de construire une idée de l'idée qui serait préalable à l'idée. D'où la manière dont nous sentons l'essence formelle, c'est-à-dire justement ce qu'on appelle d'habitude l'essence objective, est la certitude même. D'où il appert à nouveau que pour avoir la certitude de la vérité, il n'est besoin d'aucun autre signe que la possession de l'idée vraie. Alors, c'est la première fois que nous rencontrons dans ce raisonnement le mot signe, il faut s'y arrêter un instant. Spinoza va insister, il va répéter dans la suite qu'il n'y a pas de signe de la vérité autre que la vérité elle-même. L'idée vraie est à elle-même son propre signe. Chercher un signe extérieur, c'est sortir du processus de la science. Autrement dit, si le processus scientifique, c'est une démonstration, cette démonstration se suffit à elle-même comme signe qu'elle est vraie. Il n'y a pas à ajouter à la démonstration une démonstration supplémentaire de sa certitude. Alors, quand on lit ça, on ne peut que penser au premier chapitre du traité théologico-politique, où au contraire, Spinoza élabore une théorie positive du signe, où il dit, pour que nous fassions confiance à un prophète, il faut que le prophète possède un signe. Pourquoi ? Bien justement, nous avons là la distinction entre imagination et entendement. Pour une connaissance d'entendement, on n'a pas besoin de signe. Le signe est de l'ordre de l'imaginaire. Pour une connaissance d'imagination, si elle veut se certifier, se garantir de façon ou d'une autre, elle a besoin d'un signe externe. Donc, l'existence ou la non-existence du signe renvoie à la différence, à l'opposition des registres de l'entendement d'une part, de l'imagination de l'autre. Ce qui distingue le mathématicien du prophète, c'est que le mathématicien n'a pas besoin de signe, que le prophète en a besoin. Ce qui distingue la certitude mathématique dont il est question ici de la certitude morale du prophète, c'est la nécessité ou non de recourir à un signe. Ça a toute série de conséquences. Ça veut dire que la certitude mathématique procède de façon immanente, en ne s'appuyant que sur des productions intérieures elles-mêmes. La certitude prophétique procède de façon extérieure, en ne s'appuyant que sur des incitations externes à elles-mêmes.
Le signe ayant justement pour fonction de servir de garant, de lien entre l'énoncé prophétique et son extérieur qui l'autorise. L'entendement n'a pas besoin d'être autorisé. Je lis la suite. Alors pourquoi on a besoin de signes? Parce que nous avons montré, point n'est besoin pour que je sache de savoir que je sais. D'où il est clair à son tour que personne, en dehors de celui qui possède l'idée adéquate ou l'essence objective de quelque chose, ne peut savoir ce qu'est la certitude suprême. Ce qui est évident, parce que la certitude et l'essence objective, c'est la même chose. Donc cette thèse de l'égalité entre certitude et vrai, ou certitude et essence objective, est répétée au moins 3 fois dans le passage. Et réciproquement, celui qui ne possède pas l'idée vraie ne sait pas ce que c'est que la certitude. Donc, on ne peut pas tenir un discours de la certitude, un discours de la garantie de la science, en dehors de la science elle-même. Comme donc, la science n'a besoin d'aucun signe, mais que pour abolir tout doute, il suffit de posséder des essences objectives des choses, ou ce qui est la même chose des idées, il s'ensuit que la méthode qui consiste à chercher le signe de la vérité après l'acquisition des idées n'est pas la vraie. Donc, fin du paragraphe 36, on a la réponse, au moins partielle, aux 2 questions qui se posaient à la fin du paragraphe 32. Qu'est-ce que c'est que notre instrument inné? Le premier, c'est l'idée vraie. Et c'est pourquoi il faut donner un sens fort à l'expression habemus enim idem veram. Ça veut dire qu'avant même le processus de connaissance, avant même qu'il se mette en marche, nous possédons une ou des idées vraies. Et deuxièmement, à la question qu'est-ce que c'est que la méthode, nous avons au moins une réponse négative. La méthode, ce n'est pas la recherche d'une certitude extérieure à la science. Ce n'est pas la recherche d'un signe qui garantisse l'idée vraie. L'idée vraie est son signe elle-même. Alors, une remarque à propos de cette notion d'idée vraie première, l'idée vraie innée. Spinoza, ici, ne nous en dira pas plus sur ces idées vraies innées. Mais dans l'éthique, nous apprendrons quelles sont. Ce sont évidemment les notions communes, c'est-à-dire les premières idées qui sont de toute façon vraies parce qu'elles sont communes à la fois à notre corps, enfin elles renvoient à des propriétés qui sont communes à la fois à notre corps et aux autres corps, donc sur lesquelles nous avons nécessairement des idées adéquates. Donc l'idée d'étendue, l'idée de figure, l'idée de mouvement, etc., etc. Nous les avons au départ. Et c'est à partir d'elles que nous construirons la géométrie. Vous pourrez poser la question, mais comment ça se fait que tout le monde ne construise pas la géométrie? Comment ça se fait que des gens aient des conceptions fausses de géométrie? Réponse, parce que ces idées vraies sont noyées dans l'enchevêtrement d'idées inadéquates. Il faut donc, dans un premier temps, les dégager de ces idées inadéquates. Et c'est ça qui est très difficile. C'est ça qui est l'équivalent du laboriosé, du imperfecté qu'on trouvait du côté de la technique. Bien entendu, on apprendra dans l'éthique que nous possédons aussi de façon innée l'idée de Dieu, mais elle est d'une certaine façon encore plus recouverte par les idées adéquates que les notions communes, et donc il faudra un travail encore plus long, et notamment tout le passage par la connaissance du deuxième genre, pour la dégager. Alors je constate qu'ici, Spinoza ne prend pas la peine d'expliquer ce que sont ces idées vraies. On peut donner 2 explications à ce silence. Une première explication, ce serait qu'il ne sait pas lui-même encore quelles sont ces idées vraies. Il sait que nous en avons, mais il ne sait pas les produire théoriquement. Vous savez que c'est la thèse de Deleuze. Spinoza, au moment du traité de l'entendement, ne possède pas la théorie de notions communes. Mais il y a une autre explication possible, qui est tout simplement qu'il peut très bien posséder la théorie des notions communes dès maintenant, mais il n'a aucun besoin de l'expliciter. Puisque tout son raisonnement part du fait qu'il existe des sciences. Donc qu'il existe un développement actuel de fait des idées vraies.
à partir de cela, nous pouvons en déduire, par remontée, qu'il existait au moins une idée vraie au départ sur laquelle s'est fondé le processus. Exactement comme nous constatons qu'il existe du fer forgé actuellement, nous pouvons en déduire qu'il existait au début des instruments qui étaient le corps et ses gestes, même si ce ne sont pas exactement comment les premiers hommes ont fabriqué leurs premiers outils ou leurs premiers produits. Donc, le point de départ ici n'est pas, comme dans l'éthique, l'existence des notions communes, il est au contraire l'existence actuelle d'une science matériellement disponible. Donc, ou bien Spinoza ne possède pas de notion commune, ou bien s'il la possède, ici, il n'en a pas besoin pour son raisonnement. Donc, on a répondu à la question qu'est-ce que notre stock de départ, notre vis innata, c'est, notre vis nativa, c'est les idées vraies. Deuxièmement, qu'est-ce que la méthode? Ce n'est pas la recherche du vrai. Ce n'est pas la recherche de la certitude externe au vrai. Alors, on pourrait tenter de dire, mais alors, il n'y a pas besoin de méthode du tout. Vous pourriez penser que Spinoza est l'inventeur de l'anarchisme épistémologique. Pas véritablement. Car si on n'a pas besoin de cette méthode-là, celle qui consiste à aller chercher une certitude externe, on a néanmoins besoin de la méthode, mais pour autre chose. Et il le dit de façon très elliptique à la fin du paragraphe 36, il va le développer ensuite. La vraie méthode est la voie par laquelle la vérité elle-même, ou les essences objectives des choses, ou encore les idées, tous ces termes signifient la même chose, sont recherchés dans l'ordre dû. Alors, première question, pourquoi tous ces termes signifient la même chose? Pourquoi la vérité elle-même, c'est la même chose que les idées vraies? Réponse, parce que pour Spinoza, le terme vérité, c'est un terme abstrait et général qui n'a d'autre sens que de réunir imaginativement l'ensemble des idées vraies singulières. Mais dans la réalité du processus de connaissance, il n'y a rien d'autre que des idées vraies singulières. Exactement comme pour Spinoza, l'entendement ou la volonté sont en définitive la même chose que les idées ou l'évolution singulière. Pour Spinoza, tout terme abstrait définissant une faculté n'est jamais qu'un mot qui désigne de façon rapide et parfois trompeuse une collection d'êtres singuliers. Donc, pas très étonnant que les idées, ici les idées vraies, et la vérité soient la même chose. Et pourquoi les essences objectives sont la même chose? Tout simplement parce que l'idée, c'est l'essence objective de ce dont elle est l'idéal. Donc, cette équivalence ne pose pas de problème. Fin de la phrase. Elles sont recherchées débito ordine, dans l'ordre dû. C'est la première fois que nous voyons apparaître cette expression. C'est la première fois que nous voyons apparaître l'idée d'ordre en ce sens. Donc, la méthode n'est plus du côté de la certitude, elle est du côté de l'ordre. Apparemment, le terme ordre vient ici renvoyer à la différence entre le premier effort laborieux et imparfait et l'effort définitif et parfait. Donc, l'ordre dû, c'est celui dans lequel l'intellect va procéder une fois qu'il aura atteint un certain degré d'avancement dans la connaissance spontanée, dans la connaissance dans le désordre. Alors, quel est l'objet de la méthode? Réponse, paragraphe 37. Elle doit traiter du raisonnement ou de l'intellection, c'est-à-dire que la méthode n'est pas le raisonnement lui-même, qui conduit à l'intellection des causes des choses, et bien encore, moins encore est-elle l'intellection même de ces causes. Oui, le raisonnement sur les choses et l'intellection des causes, c'est l'idée. La méthode, c'est l'idée de l'idée, c'est-à-dire le raisonnement sur les caractères propres de l'idée vraie. La méthode consiste à comprendre ce qu'est l'idée vraie, la distinguant des autres perceptions, scrutant sa nature, afin que par là nous connaissions notre puissance de comprendre et astreignant notre esprit à comprendre selon cette norme tout ce qui doit être compris, lui donnant à titre d'adjuvant, à auxilia, des règles certaines et faisant également que l'esprit ne soit pas fatigué par des choses inutiles. Alors, que l'esprit ne soit pas fatigué, ça renvoie encore une fois à la laboriosité, c'est-à-dire à la peine que l'esprit prend au début quand il fabrique de façon difficile des choses faciles.
Il faudra maintenant trouver une méthode qui permettra au contraire de faire des choses difficiles de façon facile. Alors, première remarque sur cette dernière phrase du paragraphe 37. On retrouve, à peu de choses près, le vocabulaire qui était celui des paragraphes 31-32. C'est-à-dire qu'on retrouve, alors qu'on trouvait dans les paragraphes 31-32 l'expression de vis, la force, et de potestas, le pouvoir ou la puissance, on trouve ici l'expression potentia, de nouveau la puissance. Et je ne crois pas qu'ici il y ait une différence forte entre potestas et potentia. Le but de la méthode, ça va être de nous faire connaître à nous-mêmes le pouvoir de l'entendement. Alors, il faut le souligner, la réflexion épistémologique chez Spinoza n'aboutit pas à une réflexion sur la faiblesse de l'esprit humain, elle aboutit au contraire à une conclusion sur sa force. Deuxième remarque. Que va faire l'épistémologie en réfléchissant sur les mathématiques, je retraduis en langage contemporain. Elle va, par exemple, étudier comment on produit des théorèmes vrais et comment il arrive qu'on se trompe en produisant un théorème faux. Autrement dit, elle va réfléchir sur l'idée vraie pour la distinguer des autres perceptions. Rappelez-vous que perception est un terme très général qui dit les connaissances chez Spinoza. Alors, les autres perceptions, ici Spinoza ne les nomme pas, il les nommera dans la suite, c'est la fiction, l'idée fausse, l'idée douteuse, qui sont finalement des formes de fiction. Donc, la méthode ne consiste ni à juger l'idée vraie au nom d'une certitude extérieure, ni à répéter l'idée vraie, mais d'abord à repérer en quoi l'idée vraie qui existe déjà se distingue des idées fausses ou des idées fictives. Et deuxièmement, en quoi cette production d'idées vraies montre le pouvoir de notre entendement. Alors, ce n'est pas simplement pour faire plaisir que nous devons connaître le pouvoir de notre entendement, c'est parce qu'ainsi, nous saurons de quelle façon on peut porter ce pouvoir à son maximum. Donc, comment on peut passer des formes primitives de production du vrai aux formes plus perfectionnées. Donc, il s'agira de trouver des règles. Alors, on verra plutôt on ne verra pas, mais on annoncera dans la deuxième partie de la méthode qu'il s'agit des règles de définition et de démonstration qui permettent de mettre au point des aides, des auxilia, c'est encore un vocabulaire qu'on trouvera à la fin du traité, permettant d'aller nécessairement d'idée vraie en idée vraie. Donc la méthode consistera à distinguer l'idée vraie des autres formes de perception, donc la fiction et les variantes de la fiction, et deuxièmement, de savoir comment renforcer le pouvoir de l'entendement en lui permettant d'aller, selon l'ordre dû, des méthodes ordonnées, de définition correcte en démonstration adéquate. Autrement dit, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on possède la méthode? On avait déjà des connaissances, mais ces connaissances ne procédaient pas selon l'ordre dû. Elles procédaient selon l'ordre donné. Elles procédaient à partir de nos instruments innés et en allant du plus facile au plus facile. Et puis elles ont peu à peu produit des instruments plus perfectionnés qui permettent d'aller vers des objets plus difficiles. L'invention de la méthode, d'une part, s'appuie sur l'existence des idées vraies, c'est-à-dire s'appuie sur le processus de la science tel qu'il existe déjà. Encore une fois, c'est lui qui est la base de tout ce raisonnement. S'il n'y avait pas déjà des mathématiques, on ne pourrait pas tenir ce discours. Et s'appuyant sur le processus de la science, il essaye à ce moment-là de réorienter le travail de production d'instruments, non plus selon l'ordre donné, mais suivant désormais un ordre dû, c'est-à-dire l'ordre qui permettra d'aller d'idée adéquate en idée adéquate
sans perdre de temps et sans perdre d'effort. C'est ce qu'il dit en termes des imagés en parlant de fatigues inutiles. Autrement dit, il y a un temps du vrai avant la méthode et un temps du vrai après la méthode. Mais avant la méthode, le vrai n'en est pas moins vrai. Simplement, on pourrait dire que c'est un vrai coûteux. Après la méthode, on repartira, après l'invention de la méthode, on repartira sur de nouvelles bases, mais ces bases n'ont pu être conquises que parce qu'il y a eu l'existence du vrai avant la méthode. Alors, comment faire pour découvrir cet ordre dû ? Spinoza va le dire dans les paragraphes, à partir au milieu du paragraphe 38 jusqu'au paragraphe 42. Il le dit en 3 fois. Bon, je vais passer rapidement là-dessus. Premièrement, le rapport entre deux idées étant le même que le rapport entre les essences formelles de ces idées, il s'ensuit que s'il y a un être qui est plus parfait que les autres, ou qui est le plus parfait, à ce moment-là, l'idée qui lui correspond, l'idée de l'être le plus parfait, sera l'idée la plus parfaite. Autrement dit, la méthode qui se fondera sur elle, donc qui ira chercher les critères de cette idée vraie-là, sera probablement la méthode la plus féconde. Je saute à la fin du paragraphe 42. De plus, ce que nous avons dit en dernier lieu, à savoir que l'idée doit s'accorder entièrement avec son essence formelle, de cela suit clairement à son tour que pour que notre esprit reproduise exactement l'image de la nature, il doit produire toutes ces idées à partir de celles qui représentent l'origine et la source de la nature tout entière, afin que celle-ci soit la source de toutes les autres idées. Alors, un lecteur un peu pressé pourrait dire, là, Spinoza parle de Dieu. C'est Dieu qui est à la fois l'être le plus parfait et l'origine et la source de la nature. C'est effectivement ce qu'on lira dans l'éthique. Mais il faut constater qu'ici, premièrement, Spinoza ne nomme pas ni cet être le plus parfait, ni cette origine et source de la nature, et deuxièmement, qu'il traite séparément ces deux dimensions. 1, la perfection, 2, la source et l'origine. Quand il parle perfection, il ne dit pas que cet être le plus parfait est l'origine de la nature. Et quand il parle de l'origine de la nature, il ne dit pas qu'il s'agit de l'être le plus parfait. Donc il s'agit de 2 morceaux différents du raisonnement. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au moment où il en est, Spinoza n'a prouvé ni l'existence, ni le caractère primordial de Dieu. C'est une idée qui est encore absente dans le raisonnement. Et à vrai dire, c'est une idée qui viendra simplement occuper la place définie par l'idée de perfection, par l'idée d'origine. Mais elle n'est pas première. Et remarquez bien que dans l'éthique, contrairement à ce qu'on dit souvent, c'est pareil. On dit souvent que l'éthique part de Dieu. Oui, sauf que la notion de Dieu n'est pas donnée dès les premiers théorèmes, elle est construite. C'est vrai qu'il part du livre intitulé D'Ideo, de Dieu, mais à l'intérieur de ce livre, l'idée de Dieu est construite. Il parle d'idée de substance. Qu'est-ce qui sépare le passage sur l'être le plus parfait et le passage sur l'origine de la nature ? Réponse, un discours sur la nature elle-même. Encore une fois, c'est quelque chose que nous n'avons pas rencontré jusqu'ici. Donc, dans les paragraphes 39 à 41, la question est de savoir comment se présente l'ensemble des objets que nous allons étudier. Réponse, ils sont tous reliés les uns aux autres. Alors, Spinoza utilise ici un terme qu'il n'utilise nulle part ailleurs dans son œuvre, le terme de commerce. Il l'utilise 4 fois. Et ce terme commercium désigne simplement les rapports de causalité, de connexion entre les choses. Or, c'est très simple, toutes les choses existantes sont reliées entre elles, et finalement, la nature n'est pas autre chose que ce lien de connexion et de causalité entre les choses. Comme il n'a pas dit assez clairement peut-être dans le paragraphe, il l'ajoute en note, avoir un commerce avec les autres choses, c'est être produit par d'autres ou en produire d'autres. Donc, le lien essentiel entre les choses naturelles, c'est la causalité. Ça veut dire que quand j'étudie une chose, je devrais pouvoir aller de proche en proche à toutes les autres, parce qu'elles sont toutes reliées par un lien de causalité. Donc, une chose A est reliée à une chose B qui l'a produite, à une chose C qu'elle produit,
il y a d'autres choses D, E, F qui sont soit produites par la même cause qu'elle, soit produites par les choses qui sont ses effets à elle. Donc l'ensemble de la nature est organisé suivant des liens de causalité. Connaître la nature, connaître les choses, c'est donc connaître ces liens de causalité. Et à ce moment-là, on peut remplir cette idée qui jusqu'ici restait vide d'ordre dû. L'ordre dû, c'est l'ordre qui reproduit l'ordre de la nature, c'est-à-dire l'ordre qui reproduit la causalité. Et c'est pour cela qu'à la fin de ce raisonnement, on ne pense plus en termes d'idée d'être le plus parfait, mais en termes d'être qui soit la cause de l'ensemble de la nature. C'est-à-dire qu'on a rempli cette notion avec l'idée de causalité. Remarquez encore une fois que cette idée de causalité, de cause, de production, etc., Spinoza ne l'introduit pas autrement que sur le mode du déjà là. Nous savons bien, nous, auteurs et lecteurs de la forme de l'entendement, que connaître les choses, c'est connaître par les causes. Alors, d'un côté, c'est un topos aristotélicien, connaître par les causes. Mais d'un autre côté, que visiblement c'est pas Aristote qui se réfère, c'est qu'il admet qu'il y a un fait que ces lecteurs connaissent et qui est pour eux un point de non-retour, à savoir l'existence actuelle d'une connaissance scientifique. Donc, sans que ce soit dit jusqu'au dernier paragraphe sur le scepticisme, il faut considérer tout ce raisonnement comme étant, d'une certaine façon, un commentaire de l'existence des mathématiques et d'une physique qui rend compte de l'ordre du monde. Si cette mathématique, cette physique n'existe pas, alors le discours de Spinoza tombe à vide. Il peut être compté pour faux pour ses adversaires. Bon, quand on en est ici, fin de paragraphe 42, on a achevé tout le développement positif de ce prologue. Spinoza va maintenant envisager un certain nombre d'objections possibles. Premier paragraphe, première objection, paragraphe 43. Peut-être s'étonnera-t-on ici. Vous remarquez le caractère très fortement dialogique de ce prologue. On m'objectera que, on me dira que, je répondrai que, etc., etc. En fait, Spinoza, dans toute son œuvre, a écrit deux dialogues au sens strict du terme. Ce sont les deux petits dialogues qu'on trouve dans le court traité. Mais dans tout le reste de son œuvre, il y a en permanence cette tentation dialogique. Ce sont souvent des phrases qui commencent ici par forte, aliquis, ou bien par at, l'adversatif, ou par sed, où il donne la parole à un objecteur pour réfuter objection. C'est-à-dire que très souvent, il expose ses idées beaucoup plus en réfutant un argument qu'en les présentant positivement. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Donc il ne faut jamais considérer ces réfutations d'objection comme de simples annexes, de simples appendices à son exemple positif. Ça lui sert très souvent à introduire des idées essentielles. La preuve, c'est que ces idées de science, elles ne vont apparaître que dans la réfutation du sceptique. Donc, peut-être s'étonnera-t-on ici qu'après avoir dit que la bonne méthode est celle qui montre comment l'esprit doit être dirigé sur la norme de l'idée vraie, nous le prouvions par raisonnement. Parce que, alors, pour comprendre l'objection, il faut admettre que ratiocinando, prouvé par raisonnement, semble revenir à l'idée d'une méthode externe. Donc, semble contredire ce que dit Spinoza lui-même. Puisque si on utilise un raisonnement pour démontrer comment l'esprit doit être dirigé sur l'idée vraie, ça veut dire que ce n'est pas évident par soi, donc il faut le savoir par un autre savoir. Alors, on pourrait lui dire, si vous raisonnez bien, en suivant ce que vous-même vous venez de dire, vous devriez partir de la norme de l'idée vraie, et non pas y aboutir par ce long prologue. Réponse. Si quelqu'un, c'est paragraphe 44, par quelque hasard heureux, il faut signer le terme de hasard. Hasard, c'est ce qui s'oppose à tout le processus de travail productif qui était mentionné par comparaison avec les objets matériels. Donc, si au fond on avait pu se passer de ce travail, si par hasard on est arrivé tout de suite à l'idée vraie principale, donc si quelqu'un, par quelque hasard heureux, avait procédé dans l'étude de la nature en conformité aux exigences de la méthode, donc autrement dit, si la première étape, celle du vrai sans méthode, n'avait pas existé, si quelqu'un était né en connaissant tout de suite la méthode,
c'est-à-dire en acquérant de nouvelles idées dans l'ordre dû et selon la norme de l'idée vraie, jamais il n'aurait eu de doute quant à la vérité, et aussi tout serait venu à lui spontanément. Mais cela n'arrive jamais. Il faut mettre cette réponse en parallèle avec ce qu'on lira dans Éthique 4 à propos de la connaissance vraie du bien et du mal, où Spinoza dit « Si les hommes naissaient libres, jamais ils ne formeraient la connaissance vraie du bien et du mal. » Autrement dit, la connaissance vraie du bien et du mal, c'est un artifice méthodologique exactement identique à la méthode qu'on fabrique ici. C'est-à-dire que les hommes se sont peu à peu élevés à la connaissance du bien et du mal, et à partir d'un certain moment, l'homme guidé par la raison s'appuie sur cette méthode éthique pour diriger son comportement. Si les hommes étaient nés libres, ce qui n'arrive jamais, ils seraient directement partis de ce point-là, et donc ils n'auraient pas eu besoin de la méthode éthique. Pareil, si les hommes étaient nés, non pas simplement avec la vis nativa, mais avec la méthode complète, ils n'auraient jamais eu besoin de former un raisonnement sur la méthode. Donc, ce qui exige un raisonnement producteur de la méthode, c'est la distinction, la différence entre la force innée avec sa productivité mais ses imperfections et le point où on peut en sorte basculer de la recherche du vrai sans méthode, la recherche du vrai efficace mais sans méthode et coûteuse, à la recherche du vrai avec méthode. Il y a donc bien un parallèle ici, de nouveau, entre la démarche éthique et la démarche épistémologique. Au fond, il y a une différence dans les deux cas entre le commencement et l'origine. Il y a un commencement laborieux qui permet progressivement de rejoindre l'origine. Si on était parti de l'origine, on n'aurait jamais eu besoin de la méthode qui fait passer du commencement à l'ordre dû. Bon, mais comme ça n'arrive jamais, alors il ajoute ou du moins rarement, mais on va voir la suite que ce rarement est égal à jamais, j'ai été obligé d'établir tout cela par raisonnement afin que nous puissions quand même acquérir, grâce à une décision préméditée, ce que nous ne pouvons pas acquérir par hasard heureux. Bon, je saute le paragraphe 45. Paragraphe 46, deuxième objection. Si par hasard quelqu'un demande pourquoi moi-même, puisque la vérité se manifeste elle-même, je n'ai pas tout d'abord et avant tout exposé dans cet ordre les vérités de la nature. Je lui réponds et je l'exhorte. Je ne pense pas du tout comme Coiré qui est un manque dans le manuscrit, ça me paraît très clair comme ça. Je lui réponds en l'exhortant de ne pas rejeter comme fausses les idées que je viens d'exposer à cause de paradoxes qui peut-être se trouvent ça et là, mais de daigner considérer d'abord l'ordre de leur démonstration, alors il échappera au doute, certain que nous avons suivi la vérité. Telle fut donc la raison pour laquelle j'ai commencé par avancer tout cela. Alors, en quoi consiste cette objection ? Je pense qu'il n'y manque rien, mais qu'elle est elliptique. C'est-à-dire que tout y est, mais de façon extrêmement concentrée. On pourrait dire à Spinoza, un deuxième objecteur pourrait dire à Spinoza, puisque vous dites que la vérité se manifeste d'elle-même, pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé en l'exposant ? Autrement dit, pourquoi vous ne commencez pas par écrire l'éthique ? La réponse de Spinoza, qui n'est pas tout à fait la même qu'au premier objecteur, c'est qu'il faut commencer par quelque chose qui a l'air de paradoxal, avant de commencer dans l'ordre dû, parce que, tout simplement, il faut suivre d'abord l'aspiration au vrai bien pour en venir à l'aspiration qui n'est jamais première, au vrai tout court. C'est ça l'apparence de paradoxe. C'est que la certitude sur laquelle on s'appuie à la certitude mathématique, mais qu'on n'aspire pas spontanément à la certitude mathématique. Troisième objection maintenant, celle du sceptique. Si après cela, quelques sceptiques demeuraient encore dans le doute en ce qui concerne et la vérité première elle-même, et toutes celles que nous dédierons conformément à la norme de cette première vérité, il parlera certainement contre sa conscience, ou bien il nous faudra admettre qu'il y a des hommes dont l'esprit est complètement aveuglé, soit des naissances, soit par des préjugés, c'est-à-dire par quelque occurrence extérieure. Je saute du paragraphe 48. Bref, avec eux, il ne faut pas parler de science, car pour ce qui appartient à l'usage de la vie de la société, la nécessité les oblige,
et d'admettre qu'ils existent, et de rechercher leur avantage, et d'affirmer et de nier beaucoup de choses sous serment. En effet, si on leur démontre quelque chose, ils ne savent pas si la démonstration est probante ou déficiente. Il faut les considérer comme des automates totalement dépourvus d'esprit. Alors, les mots importants ici sont science, démonstration et automate. Et il faut bien voir que la critique dans automate n'est pas sur le terme automate lui-même, mais sur l'adjectif dépourvu d'esprit. Mente omnium, quae mente omnio carent. Je disais tout à l'heure que le point de départ, c'est qu'il existe de fait des sciences, et qu'on ne le met pas en doute. Remarquez bien qu'en ceci, Spinoza ne se distingue pas de Descartes. Même au moment du doute hyperbolique, Descartes ne met pas en doute l'existence des sciences, il met en doute leur certitude. Là où Spinoza se sépare de Descartes, c'est que pour lui, il n'y a pas de différence, pas de distinction entre vérité et certitude. Donc pour lui, une fois que l'on a constaté l'existence des sciences, il y a là un point de non-retour qui supprime toute interrogation sur les certitudes externes. C'est là peut-être où on voit le plus clairement que ce traité exprime des idées anti-cartésiennes dans un langage cartésien et à partir d'un acquis cartésien. Parce que finalement, comment nous savons qu'il y a des mathématiques ? En lisant les traités mathématiques. Quel traité mathématique Spinoza a-t-il dans sa bibliothèque ? Ceux de Descartes. Donc en un sens, c'est Descartes mathématicien qui lui sert d'argument contre Descartes philosophe. Et alors pourquoi la science est-elle un point de non-retour ? Est-ce que c'est une affirmation brute ? Non, parce que ce qui intéresse Spinoza à l'intérieur de la science, c'est sa façon de produire du vrai, à savoir la démonstration. Sa façon de discuter avec un sceptique, c'est de prouver, probetur. Autrement dit, la science procède par preuve, par démonstration. Autrement dit, elle a un système interne qui permet de relier une vérité à une autre vérité. Or, vous remarquez que quand Descartes décrit la science, il n'insiste jamais sur la démonstration. On a plutôt l'impression pour Descartes, la démonstration est quelque chose de regrettable. Et que, c'est dit très clairement dans Les Régulés, si on pouvait supprimer l'épisode démonstratif, le temps de démonstration, et relier immédiatement les vérités les unes aux autres, on atteindrait une connaissance plus certaine. On aurait une forme de connaissance plus certaine. Chez Spinoza, au contraire, ce qui l'intéresse dans la science, c'est précisément le processus démonstratif. Le processus démonstratif qui, au fond, reproduit dans l'entendement le processus causal qui relie les choses les unes aux autres. C'est pourquoi il ne faut pas se tromper sur le terme d'automate. Le terme d'automate, chez Spinoza, est un terme positif. L'automate, c'est l'automatisme de la démonstration. Le but, c'est que l'entendement produise automatiquement des idées adéquates, comme la démonstration mathématique produit automatiquement des théorèmes vrais. Quand un mathématicien a prouvé un théorème, on n'a pas à s'interroger sur qui est ce mathématicien, savoir s'il est honnête ou pas, savoir tout un tas de choses le concernant. Il y a un automatisme du vrai qui le détache du sujet qu'il énonce. Donc, l'imagination du mathématicien, ou ce que nous savons de son tempérament, ne joue aucun rôle dans la vérité du théorème. Alors que, en ce qui concerne les prophètes, pour interpréter ce qu'ils disent, on aura besoin de savoir quel est leur type d'imagination, quel est leur tempérament, quel est leur style. Pour le mathématicien, ça n'est pas vrai. Il y a un anonymat nécessaire qui fait que la démonstration marche toute seule. Autrement dit, l'intellect, c'est la mens qui se fait automate. C'est l'esprit en tant qu'il arrive à s'identifier à l'automatisme de la démonstration mathématique. Alors, on peut maintenant relire la critique qui est faite aux sceptiques. Les sceptiques, ce sont eux des automates quae mente omnino carent, des automates qui manquent complètement de mens.
C'est-à-dire que bien loin d'avoir compris ce qu'est l'automatisme à l'illustration, eux, ils appliquent l'automatisme à l'extérieur du processus mathématique. Donc leur automatisme consiste simplement à mettre automatiquement en doute toute chose. Ce qui ne produit strictement rien. Donc la critique ne consiste pas à dire que le sceptique est un automate, mais c'est un automate non intellectuel. Ce qu'il enchaîne automatiquement, ce sont que des mots. Ce sont que des mots auxquels il ne peut donner aucune consistance. Donc il faut bien voir que la critique que Spinoza esquisse ici du scepticisme, c'est d'abord la réaffirmation du primat de l'existence d'une science constatée, l'explicitation de ce qu'est l'essentiel de cette science aux yeux de Spinoza, à savoir la démonstration, le fait qu'elle procède par preuve, et enfin l'équivalence entre automatisme intellectuel et production du vrai. En fait, j'insiste, si on veut vraiment comprendre ce que Spinoza a dans l'esprit ici, dans ce texte, il faut le lire en parallèle avec les deux premiers chapitres du traité théologico-politique. C'est exactement le contraire. Ce qui est dit du prophète d'un côté est exactement l'inverse de ce qui est dit de l'automate intellectuel ici. Et enfin, paragraphe 49, on l'avait déjà vu, on peut le relire maintenant en guise conclusion. Reprenons maintenant notre projet. Jusqu'ici, nous avons déterminé la fin. Nous avons d'abord déterminé la fin vers laquelle nous nous appliquons à diriger toute pensée. Donc, c'était la critique des biens de la vie commune et la recherche d'un vrai bien qui soit plein de certitude au sens éthique. Nous avons reconnu ensuite quelle est la perception la meilleure à l'aide de laquelle nous puissions parvenir à notre perfection. Donc, c'était la théorie des 4 modes de perception et le choix du mode le plus élevé, la science intuitive. En troisième lieu, nous avons appris quelle est la première voie dans laquelle l'esprit doit s'engager afin de prendre un bon départ. Cette voie, c'est de poursuivre ses investigations conformément à des lois certaines, en prenant pour norme quelque idée vraie. Alors vous remarquez qu'ici, ad normam datae cuiuscunque verae ideae, c'est bien une idée vraie quelconque. Donc quand on lit un peu plus haut, car nous avons une idée vraie, début du paragraphe 33, on voit bien que dans le résumé, Spinoza effectue la précision qui n'est pas donnée du paragraphe 33. L'idée vraie, c'est une idée vraie quelconque, quelque idée vraie que ce soit. Donc ça peut être l'idée de Dieu, ça peut être l'idée de l'étendue, ça peut être n'importe quelle autre idée vraie. Y compris une idée vraie que j'ai rencontrée par hasard ou une idée vraie que j'ai fabriquée avec les premiers instruments grossiers de l'entendement. Donc il n'importe pas que la première idée vraie soit raffinée. Il n'apporte pas qu'elle soit première dans l'ordre dû, il apporte simplement qu'elle soit vraie et ça suffira pour en fabriquer d'autres. Et d'autre part, comme ça suffit pour en fabriquer d'autres, ça suffit aussi pour qu'en examinant quels sont ses caractères et comment elle se comporte, j'en déduis d'une part en quoi elle se distingue des autres formes de perception, et d'autre part comment, à partir de ces idées vraies, on en déduit d'autres. Donc j'en déduis d'une part la distinction entre idée vraie et fiction, et d'autre part, j'en déduis la théorie de la définition et de la démonstration. C'est ce qu'il dit. Cette voie, c'est de poursuivre ses investigations conformément à des lois certaines, en prenant pour norme quelle idée vraie. Et afin que cela se fasse correctement, la méthode doit permettre ce qui suit. Primo, de distinguer l'idée vraie de toutes les autres perceptions et de préserver l'esprit des autres perceptions. Secondo, de tracer des règles pour percevoir les choses inconnues, conformément à cette norme. Tertio, d'établir un ordre afin que nous ne nous fatiguions pas par les choses inutiles. Enfin, après avoir pris connaissance de cette méthode, donc là c'est la quatrième chose, c'est pas une quatrième dans la troisième partie, c'est une quatrième partie du premium. Après avoir pris connaissance de cette méthode, nous avons vu que cette méthode sera plus parfaite lorsque nous posséderons l'idée de l'être le plus parfait. Dès le début donc, il nous aura veillé principalement à ce que nous arrivions le plus rapidement possible à la connaissance d'un tel être. Donc ici, le prologue s'achève. Nous savons maintenant dans quel sens nous orienter. Il va commencer la première partie, que nous étudierons donc la prochaine fois,
qui va comparer l'idée vraie systématiquement aux 3 formes d'idées non vraies, les fictions, l'idée fausse, l'idée douteuse. J'arrête pour aujourd'hui.